Bonjour Henri Proglio. Bonjour. Vous réjouissez-vous de l'accord trouvé par Bernard Fontana, le nouveau PDG d'EDF, et l'État sur la construction de 6 EPR de nouvelle génération? Je me réjouis de l'arrivée de Bernard Fontana. Je me pose des questions sur la construction de nouveaux EPR, ça je dois le dire. Oui, j'ai cru comprendre que vous étiez plus très friand de l'EPR de deuxième génération. Non, j'ai jamais été friand de l'EPR de première génération parce qu'il était trop compliqué. Il a été conçu à l'époque par Areva et Siemens pour, au fond, être un produit ou un projet franco-allemand. Il répondait aux exigences des deux autorités de sûreté allemandes et françaises. On a construit un engin beaucoup trop compliqué, beaucoup trop, je dirais, sophistiqué et qui, à la fin, devient inconstructible. On a vu les conséquences à la fois en Finlande, on en a vu les conséquences aussi à Flamanville, et même en Chine. Et donc, c'est un engin qui, aujourd'hui, est extraordinairement complexe. Tous les spécialistes vous le diront. Donc, il fallait revoir le concept de l'EPR. Ça, j'avais initié avec, d'ailleurs, avec Areva à l'époque, un projet de PR simplifié, de PR à l'époque modifié, largement modifié, qui n'a jamais vu le jour. Aujourd'hui, on parle de PR2. Je pense que le concept de l'EPR2 peut s'entendre. Le design n'est pas encore totalement achevé, donc je ne sais pas ce qu'il faut que je pense de l'EPR2. Imaginons que le PR2 soit un EPR modifié, simplifié, constructible. Imaginons-le, je l'espère. Ce que je regrette, c'est qu'il soit encore trop puissant, à 1600-1700 MW, il est trop puissant, les besoins du monde qui nous entoure sont autour des capacités moyennes de 1000 MW ou des petits réacteurs. C'est ça dont le monde a besoin et pas de très gros réacteurs, mais dont acte. Et puis d'autre part, ma position est très simple. Je pense qu'il faut donner priorité à l'extension du parc nucléaire existant, à l'extension de la durée de vie. On peut gagner 20 ans. Quand vous vous rendez compte qu'on a aujourd'hui un parc nucléaire qui compte 56 réacteurs, plus Flamanville, et qu'on peut gagner 20 ans de durée de vie en investissant à peu près 1 milliard ou 1,2 milliard par réacteur, le coût de l'investissement est ridicule par rapport à... 50 milliards ? Oui, enfin, certains ont déjà été modernisés. Donc, si on faisait tout, oui, c'est de l'ordre de 60 milliards, mais une partie a déjà été faite. Imaginons qu'il faille investir entre 30 et 40 milliards, c'est peu de choses, eu égard à l'importance de la stratégie et de l'investissement. Donc, un nouveau réacteur va coûter entre 7 et 10 milliards. Bon, rénover 56 réacteurs pour 50 milliards, on rendait compte. Vous dites un nouveau réacteur coûte 7 milliards d'euros, donc si on en fait 6, il y en a un peu plus. Entre 7 et 10. Entre 7 et 10, donc on peut aller jusqu'à 60 milliards d'euros, alors que vous préférez qu'on mette 40 milliards pour moderniser l'ensemble du parc et gagner 20 ans français. Ce qui conduira en fait à constater que le prix de l'énergie, le coût de revient, va baisser. On avait déjà, il y a une quinzaine d'années, l'énergie la moins chère d'Europe. Si on gagnait 20 ans de durée de vie, on pourrait évidemment, compte tenu de l'amortissement sur la durée, baisser significativement le coût de revient de l'énergie. On va y revenir. On évoquait Bernard Fontana, donc, qui est le nouveau patron d'EDF. On dit que vous êtes vu. Que lui avez-vous conseillé dans sa prise de fonction ? Dans sa prise de fonction, on a parlé de l'avenir, on a parlé de la stratégie, on a parlé des besoins d'EDF et de la France. On est tombé tout à fait d'accord sur le fait que la priorité, enfin à mes yeux, et d'ailleurs il en convient, devrait être donnée au nucléaire et l'hydraulique. On n'a pas mal parlé d'hydraulique parce que je pense qu'on peut gagner entre 12 et 15% de capacité hydraulique en France, en développant des projets régionaux, en relation étroite avec les collectivités locales, et que c'est la meilleure énergie possible. Donc, malgré le changement climatique. Oui, bien sûr. La France a l'avantage, on a quand même beaucoup d'inconvénients en matière d'énergie, on n'a pas beaucoup de ressources, on n'a pas de pétrole, on n'a pratiquement pas de gaz. On a l'avantage d'avoir un relief que peu de pays européens ont.
Et donc on a la capacité d'avoir une hydraulique qui a été largement mobilisée par nos anciens au cours de la création et du développement d'EDF. On a grâce à cela une énergie extraordinairement efficace qui par ailleurs est la seule capacité de stockage qu'on puisse avoir en matière énergétique. Aujourd'hui on ne sait pas stocker l'électricité sauf à travers les barrages. Donc c'est une force extraordinaire, il faut non seulement la mobiliser, l'améliorer, probablement la doper un petit peu. Ça me paraît essentiel. Comment vous voudriez la doper? C'est-à-dire refaire encore des grands barrages? Alors, à défaut de faire des grands barrages, ce qui prendrait beaucoup de temps et serait difficile, on peut à la fois doper la capacité des barrages existants d'une part, et puis faire du petit hydraulique dans des régions particulièrement adaptées. On parlait des Alpes-Maritimes. Dans les Alpes-Maritimes, le relief est tel qu'on peut faire du petit hydraulique, encore une fois en coopération étroite avec les collectivités locales, qui auraient toutes les vertus de la plus extraordinaire des énergies renouvelables. La petite hydroélectricité, notamment dans les petits moulins, se heurte à deux problèmes. Un problème aujourd'hui réglementaire, c'est-à-dire qu'ils sont souvent aux prises avec l'Office français de la biodiversité, qui leur demande notamment des passes à poissons et qui menace quand même pas mal par les réglementations, notamment au niveau des préfectures, un certain nombre de petites unités, par les investissements qu'elles demandent. Et la deuxième chose, plus structurelle, liée à la petite hydroélectricité, c'est que ça reste quand même une énergie intermittente. En clair, s'il pleut pas, s'il pleut trop, les moulins s'arrêtent de tourner. Non. Non. Je parle on peut regarder les débits d'étiage. Il y a quand même des régions dans lesquelles les débits d'étiage des rivières ne sont pas nuls. Et donc on peut faire de la on peut faire du développement d'hydraulique dans des conditions absolument satisfaisantes et qui n'ont pas de risque, je dirais, d'interruption lié à la baisse de volume des cours d'eau. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Bon, ça, je suis preneur de vos conseils dans ce domaine. Dans l'actualité, il y a le débat sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Votre point de vue sur la tournure que prennent les débats actuellement? Je me garderai de tout commentaire sur les débats. J'ai une vision qui est probablement un peu caricaturale, mais pour être entendue, encore faut-il être assez clair. Je ne comprends pas où j'appelle mes concitoyens à réfléchir aux raisons pour lesquelles le prix de l'énergie, le prix de l'électricité en tout cas, a augmenté au cours des 15 dernières années. Car en fait, il n'y a pas de raison. Le parc de production électrique français qui a été développé à partir de cette aventure qui a été voulue en 1946 avec la création d'EDF s'est fondé sur deux grandes énergies qui étaient l'hydraulique et le nucléaire, avec toute l'aventure du nucléaire français dont nous avons réussi à traverser toutes les turbulences pour créer un outil que le monde entier nous a envié. Le parc électronucléaire et le parc hydraulique français permettaient, il y a 15 ans, de satisfaire la quasi-totalité des besoins en énergie électrique de la France, avec des petites capacités de pointe supplémentaires qui étaient thermiques au gaz ou au charbon propre, mais c'était tout à fait marginal pour l'hyperpointe. Ce parc est toujours extraordinairement efficace, il existe. Certes, la fermeture de Fessenheim, sur laquelle je ne reviendrai pas, est intervenue. Il ne faut pas le réouvrir? Non, c'est trop tard. Il ne fallait pas le fermer. Et pourquoi c'est trop tard? Parce que les travaux de démantèlement ont déjà commencé, qu'on va pas... Enfin, on peut pas... C'est plus coûteux de faire des travaux de réouverture que les travaux de démantèlement qui sont en cours. Ça serait très coûteux et pas très adapté. Donc, au fond, c'est fait. On peut se passer de Fessenheim aujourd'hui? Oui, dès lors que on n'aurait pas dû s'en passer au départ. Maintenant que c'est fait, on a quand même Flamanville qui a la même capacité que les deux réacteurs de Fessenheim. Donc, au fond, on a toujours la même capacité de production. Cette capacité de production nucléaire et hydraulique permettait, il y a 15 ans, 20 ans, de satisfaire aux besoins de la France et d'être exportateur net. Aujourd'hui, on consomme 10% d'électricité en moins.
contrairement à ce qu'on nous dit tous les jours. Et donc, on a encore plus de capacité d'exportation et on est encore plus autonome en matière de production. On n'avait absolument pas besoin d'énergie supplémentaire. Ça fait partie de vos propositions choc. Je me permets de vous couper parce que justement, ça me permet de rebondir sur une des propositions que vous faites. C'est vous proposez l'arrêt du renouvelable non hydroélectrique, c'est-à-dire éolien et solaire. Oui, je dis on n'en a pas besoin et l'existence de cette production renouvelable s'est traduite par le fait de devoir imposer au nucléaire une flexibilité dont il n'est pas originellement, pour lequel il n'a pas été conçu, c'est-à-dire puisque on n'est pas capable de stocker l'énergie en dehors aujourd'hui de l'hydraulique, on est obligé de donner la priorité d'accès au réseau aux renouvelables non pilotables, c'est-à-dire aux photovoltaïques et à l'éolien. Ce qu'on appelle le non pilotable. C'est-à-dire qu'on n'a pas la maîtrise. On n'a pas la maîtrise. Ouais. Au fond, produire l'électricité quand il y a du vent ou du soleil, ça arrive, on n'a pas du tout la maîtrise de cette capacité de production. Donc autant on peut maîtriser l'hydraulique, autant on peut maîtriser le nucléaire, autant on ne peut pas maîtriser le renouvelable. Et donc on lui donne priorité d'accès au réseau, ce qui fait que quand il y a du vent, quand il y a du soleil, et que la production de ces énergies dites renouvelables arrive sur le réseau, on est obligé de ralentir ou de diminuer la production nucléaire. Hydraulique, bien sûr, et nucléaire. Le nucléaire n'étant pas fait pour ça, ça augmente considérablement le prix du nucléaire, parce qu'on est obligé d'adapter les centrales nucléaires à la flexibilité qu'on lui demande, et ça renforce la vulnérabilité du nucléaire, donc ça coûte très cher. Oui. Parmi les vulnérabilités, d'ailleurs, qui ont été mises en lumière, celle qui a été mise en lumière notamment par l'ancien secrétaire général d'EDF dans nos colonnes, disant que le recours aux renouvelables endommage nos centrales nucléaires en les arrêtant momentanément, ce qui provoque une forme d'usure accélérée. C'est vrai, ça ? Oui, c'est vrai. C'est vrai, donc ça correspond parfaitement à ce que je vous disais. Au fond, on a accru le coût du nucléaire, parce que pour éviter les risques, on est obligé d'investir massivement, et donc le coût du nucléaire a été augmenté par l'arrivée du renouvelable. Si le seul objectif du renouvelable, c'est par sa présence d'imposer une augmentation du prix de l'électricité, c'est quand même assez curieux. Bon. Donc, on avait, encore une fois... L'objectif du renouvelable, c'était de produire une énergie décarbonée. Non, puisqu'elle était déjà décarbonée. Mais celle du renouvelable est aussi. Oui, mais pas plus. On ne remplace pas une énergie carbonée par une énergie décarbonée. On remplace une énergie décarbonée par une qui est aussi décarbonée, un peu moins, parce que pour fabriquer les outils de production que sont le photovoltaïque et les turbines, ça ne se fait pas sans émission de gaz à effet de serre. Donc, le solde est quand même négatif. Mais pour autant, admettons qu'on oublie le solde négatif de ces nouvelles énergies, leur présence n'a pas diminué du tout les émissions de gaz à effet de serre de la production électrique française. Henri Proglio, mettons qu'on suive vos conseils et on arrête aujourd'hui, on stoppe. On peut en tout cas stopper le développement, oui. Stopper le développement. Du coup, que fait-on de l'éolien et du solaire existant dans ce cas-là ? On peut continuer à les utiliser. En tout cas, augmenter leur capacité n'a pas de sens, à mes yeux. Je le dis très simplement. Ce qui est fait est fait. On ne va pas rétro-pédaler, mais encore une fois, ça n'était pas indispensable. Et surtout pas indispensable de continuer de dépenser 30 milliards par an à cet effet. Sans compter les coûts de réseau que ça implique, parce que les infrastructures de réseau sont encore plus capitalistiques que les infrastructures de production d'énergie. Est-ce que vous pensez que suspendre les subventions publiques à ce secteur-là suffirait à mettre un coup d'arrêt aujourd'hui à son développement ? Oui. En France, oui. Bien sûr. Oui, puisque ces énergies ne sont pas compétitives, contrairement à ce qu'on nous raconte. Donc, au fond, si on arrêtait les subventions, on arrêterait ces énergies. Est-ce que vous trouvez, comme Stéphane Bern dans le Figaro, que l'argument esthétique et de défiguration des paysages doit être pris en compte aussi ? Oui, mais je veux pas...
À mon avis, oui. Mais pour autant, je ne cherche pas d'alibi pour augmenter ma pression sur le renouvelable. Au fond, si vous voulez, la dimension économique se suffit elle-même pour porter un jugement sur le développement de ces énergies. Que répondez-vous à l'argument selon lequel le temps que les nouveaux réacteurs soient construits, ou en tous les cas que le parc soit modernisé, il faut développer les énergies renouvelables, fussent-elles non pilotables, pour moins dépendre des énergies fossiles? Je ne comprends même pas la question. Je peux vous la reposer. Non, mais je la connais, mais je ne comprends pas qu'on se pose même la question. Il faudra 10 ans pour construire de nouveaux réacteurs. Si on rallonge de 20 ans la durée de vie des réacteurs existants, ça veut dire que dans 10 ans, il faut se mettre à construire des nouveaux réacteurs. Il n'y aura pas d'espace-temps dans lequel on aurait besoin d'énergie fossile pour prendre le relais. Donc cette question ne se pose même pas. Oui, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, si on garde le parc existant, actuellement, de toute façon, on n'a pas besoin d'avoir des énergies de recours, même pour construire de nouveaux réacteurs. Je reviens à l'hydroélectricité. À quoi attribuez-vous le fait, en France, qu'on mette moins ou aussi peu en avant cette énergie renouvelable? Il ne doit pas y avoir un lobby de l'hydroélectricité aussi puissant. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'on mette en avant des énergies dont on n'avait pas besoin. Bon. Vous savez, moi, quand je me suis battu pour le prix de la Reine, enfin, c'était un vieux débat sur la loi NOM et l'obligation d'ouvrir à la concurrence la production d'EDF. On a assisté à un spectacle que je rappelle systématiquement, parce qu'après tout, on a donné accès à des nouveaux venus qui étaient des traders et non pas des électriciens à la production. Par la loi, on leur a attribué 25% de la production d'électricité électronucléaire française à un prix très en dessous de nos coûts de revient. Ça a eu comme conséquence d'ailleurs que EDF était obligé d'augmenter ses prix, parce que quand vous n'avez plus que 75% de votre production à vendre, et que le reste a été vendu à vos concurrents à un prix 25% moins élevé que votre coût de revient, donc ça a poussé à la hausse les prix de l'énergie, contrairement à ce qu'on nous a raconté. Bon, et d'autre part, c'est totalement unique, sans aucune obligation d'aucune sorte faite à ces traders de se livrer à des investissements de production. Donc, je me suis battu pendant des années contre ce non-sens, avec l'efficacité que vous constatez, mais aussi pour obtenir un prix qui ne soit pas complètement déraisonnable. J'ai obtenu 42 € le mégawattheure à l'époque où on voulait m'imposer 36 €. Bon. C'était quand même une différence. Ce prix n'a jamais été revu, au demeurant. Il va enfin être remis en question à la fin de l'année. Mais à cause de ce combat-là, je n'ai pas pu me battre sur tous les fronts. Et en 2012, l'État français a publié une réglementation thermique qui s'appelle ART 2012, pour les initiés, qui implique que tous les développements des constructions nouvelles et tous les développements des logements devaient être raccordés au gaz. C'est la réglementation thermique 2012. Alors quand j'entends aujourd'hui, en 2025, des propositions disant il faut taxer ces gens qui sont de mauvais citoyens parce qu'ils se chauffent au gaz, mais c'est pas ces gens-là, c'est la réglementation française qui leur a imposé d'être au gaz. Bon. Ça, c'est du lobbying, comme on en voit peu. Hein. Donc, à l'époque, il était de bon ton de dire non au tout électrique.
On va revenir sur la question du tout électrique, mais peut-être une question. Là, c'est le particulier qui vous pose cette question. Est-ce qu'il est bien prudent de préconiser le tout électrique, étant donné que il peut y avoir parfois des coupures d'électricité, des problèmes, et qu'il faut pouvoir quand même garder des solutions quand on voit la tempête de 2000, par exemple, la tempête de 2000, heureusement qu'il y avait des chaudières au fioul et des raccordements au gaz. Bien sûr, non mais... et quelques groupes électrogènes. Certes. Qu'il y ait une réflexion sur des systèmes de secours me paraît indispensable. Mais ne faisons pas de cette particularité une règle générale. C'est pas parce qu'il faut prévoir d'éventuelles coupures et donc des éléments de secours pour éviter que les populations ne soient privées d'un produit essentiel qu'il faut que tous les logements soient raccordés au gaz. Il y a un moment où on arrive à la déraison en matière... Et donc ça n'a pas été fait pour ça, au demeurant. Personne n'a jamais pris prétexte de cela. Donc, je comprends votre réaction et votre réflexion, mais bien sûr, elle s'impose. Que répondez-vous à l'objection, par exemple, d'Agnès Pannier-Runacher, sur laquelle il ne faut pas tout faire reposer sur une seule énergie, en l'occurrence le nucléaire? Vous allez me dire, oui, il faut faire le nucléaire et l'hydroélectricité. Mais je pense que dans l'esprit de la ministre, l'hydroélectricité était embarquée dans sa réflexion. Je ne sais pas. Non, mais qu'on ait aussi... Enfin, on peut parler aussi d'autres énergies locales, plus particulières. Enfin, il n'est pas exclu de faire de la géothermie là où il y a des ressources géothermiques. Enfin, il est clair que dans une optimisation d'un système, on ait recours à l'ensemble des moyens susceptibles de produire à un moment donné, dans une circonstance donnée, sur un territoire déterminé, des productions énergétiques qui soient adaptées. Mais pour autant, n'oublions pas l'histoire. L'histoire de France existe. On a, en 1946, pris des orientations, investi massivement avec une vision stratégique à long terme, qui a été partagée par tous les gouvernements successifs jusqu'en 2012. Ça n'a pas commencé en 1997 avec le refus de construire Superphénix? Si, mais enfin, ça a été la première entorse au moment d'une cohabitation. Mais quand même, l'ensemble des autorités françaises de tous bords, depuis 1946 jusqu'à cette néfaste période, effectivement, de cohabitation, mais surtout de 2012, a été pensé, voulu, conçu comme étant un outil au service de la France. On voit aujourd'hui à quel point l'énergie est un élément stratégique, à la fois dans la préservation des acquis en matière de pouvoir d'achat, mais aussi en matière de compétitivité économique et industrielle. D'ailleurs, il y a une question, c'est pourquoi l'électrification ne suit pas Cécile Maisonneuve, qui était à votre place la semaine dernière, estime que le grand tabou, je reprends son expression, c'est le prix de l'électron. Autrement dit, que la consommation électrique ne suit pas car la facture est trop élevée. Est-ce que là, ce n'est pas un des points centraux bien entendu. Non, mais soyons simples, c'est pour ça que le prix de l'énergie, le prix de l'électricité dans le cas d'espèce, est un élément déterminant de la consommation par les acteurs économiques, qui sont des ménages, qui sont les industriels. Le fait d'avoir vu le prix de l'électricité augmenter aussi sensiblement fait qu'à la fois les ménages, mais aussi les industriels, alors les industriels c'est encore plus grave parce qu'il y a des industrialisations de la France en est la conséquence, ont choisi des chemins alternatifs. Les industriels sont partis ailleurs, et les ménages ont consommé de moins en moins. Mais évidemment, le prix de l'énergie est un élément clé à la fois du pouvoir d'achat et de la compétitivité. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut être très attentif. Et encore une fois, les investissements... Vous savez, si on faisait le calcul de ce qui a été investi par les Français, c'est-à-dire depuis 1946 jusqu'à nos jours, dans les capacités de production et de distribution d'électricité.
on pourrait convenir assez facilement que ça pourrait s'estimer autour de entre 1500 et 2000 milliards. Le prix de la production des barrages d'une part, des centrales nucléaires d'autre part, et des réseaux enfin, c'est à peu près de ces chiffres-là dont on parle. C'est considérable. Ces investissements ont été réalisés. On ne part pas d'une feuille blanche. Et quand je m'élève un peu contre la déraison qui aujourd'hui a fait, je dirais, zigzaguer les pouvoirs publics depuis quelque temps, c'est à cause de ça. Cet effort a été consenti. Il a été fait. Les infrastructures existent, elles ont été payées. Et donc, comment ignorer cet état de fait pour dire ah ben oui, ben, bon, on ne peut pas se contenter, il faut philosophiquement faire appel aux... Non. On a fait les efforts, on a fait les sacrifices, on a investi. Tirons-en aujourd'hui le profit. On devrait avoir une énergie électrique qui aujourd'hui devrait être moins chère qu'il y a 15 ans. Juste une question, peut-être Henri Produlot, c'est passionnant de vous écouter, mais le temps commence à nous être compté. Pour être bien sûr, si on augmentait notre utilisation d'électricité aujourd'hui, si on passait, mettons, on passe au tout électrique, nous aurions les capacités de production françaises permettraient d'absorber cette demande, d'honorer cette demande? Il faudrait faire les calculs. Enfin, j'espère que non. Ça voudrait dire que la réindustrialisation du pays est en marche. Je crains qu'on constate qu'effectivement, on soit non seulement suffisant, mais exportateur. Mais vous souhaitez que la réindustrialisation se fasse? Oui, ça va prendre du temps. Donc, pour l'instant, si je vous suis, si on passait au tout électrique et si on était en phase de réindustrialisation, la production actuelle ne suffirait pas? Il faudrait faire les calculs. On serait moins exportateur, en tout cas. On serait probablement en capacité de satisfaire les besoins de la France. Satisfaire. Alors, pourquoi voulez-vous qu'on sorte du marché européen de l'électricité? C'est pas que je veuille, c'est qu'à force de subir des lois et des réglementations absurdes, on finit par se poser des questions. J'ai vu les dégâts qu'ont provoqué les directives européennes, les textes européens sur notre pauvre pays depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années dans ce domaine. À quel texte, à quels dégâts vous pensez? Je pense à toute la réglementation européenne en matière d'énergie. Je pense à la priorité donnée à la concurrence. Je pense au Green Deal. Oui, je pense à l'interdiction faite à l'opérateur historique EDF de gérer encore son réseau de distribution et de transport. On assiste à des absurdités, mais qui sont phénoménales. En quoi est-ce que ça a été absurde et en quoi ça a provoqué des dégâts? En quoi est-ce que ça a été absurde? C'est facile. La loi NOM, enfin toutes ces réglementations qui ont conduit à, je dirais, cette doctrine qui est qu'on ne peut pas être heureux sans concurrence et que donc la concurrence fait le bonheur des peuples a conduit à la catastrophe actuelle. Donc on avait un opérateur historique. Bon, ça c'est le libéralisme dont vous me parlez. Oui, enfin bon, moi je suis un libéral qui n'est pas non plus complètement philosophiquement idiot. Après tout, en 1946, nos gouvernements d'époque ont conçu un outil qui a donné à la France un atout fantastique qui s'appelait EDF. Cet atout a été, je dirais, un des éléments clés de la réussite de la France, à la fois en termes de compétitivité économique, de pouvoir d'achat et d'émissions en gaz à effet de serre. Parce que si la France est aujourd'hui parmi les pays les plus vertueux, c'est à cause de ça. Tout ceci a été, je dirais, taillé en pièces par la volonté de certains de nos concurrents européens. J'ai parlé des Allemands lors de la commission d'enquête, mais après tout, les Allemands défendent l'Allemagne. Ils ont considéré que la France avait un atout compétitif insupportable et qu'il fallait priver la France de cet atout. Ils l'ont fait. Ils ont eu raison, vu de leur point de vue. Vous demandez mais pourquoi est-ce que nous, on serait automatiquement complices de ça? Et vous avez une réponse à ça? Oui, bien sûr. Je l'ai dit très très ouvertement. Je reproche au gouvernement français de ne pas avoir défendu la France. Et donc je dis aujourd'hui, constatant les dégâts qui ont été faits, eh bien, je me pose la question de savoir s'il ne faut pas dire pouce, arrêt sur image. Moi, j'envisage de sortir de mon secteur énergétique de la réglementation européenne. Ce qu'ont fait les Espagnols et les Portugais, d'ailleurs.
n'ont pas été bannis, ils n'ont pas été, on les a pas vidés comme des malpropres. Dernière question, vous préconisez un prix national de l'énergie et un prix différent pour l'export. Comment fait-on? Comment procède-t-on? Bon, ça c'est facile. On avait un prix de l'énergie qui était un prix régulé. Ça ne nous a pas échappé. On avait un tarif régulé, décidé par l'État. Et ça permet à EDF de faire des marges? Ça a permis à EDF de vivre. Donc, EDF, quand j'ai quitté la maison en fin d'année 2014, on avait, à l'époque, et c'est pas moi qui ai arrêté les comptes, c'est mon successeur, malgré la loi NOM, malgré la reine, malgré tous les inconvénients auxquels j'ai fait référence, battu les records de profit d'EDF. Bon, EDF a vécu. EDF a financé le parc nucléaire. C'est pas le gouvernement qui l'a financé. Donc, oui, on a vécu avec ça. Alors, il fallait négocier les prix avec les pouvoirs publics. Et donc, le prix français, c'était le même pour tous les Français. Bon. Les Français ont vécu de façon assez heureuse, au point qu'ils ne se rendaient même pas compte qu'on peut vivre autrement. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, on disait, si de toutes les factures, celle qu'on pourrait garder, c'était la facture d'électricité. Et bien voilà. Merci beaucoup, Henri Proglio. Merci d'être venu sur le plateau de Point de Vue. Bien évidemment, on continuera de suivre ça. C'est un débat qui va traverser, on peut gager l'été et même dépasser le cadre étroit de la rentrée. On aura l'occasion, j'espère, d'en reparler avec vous. Merci.